Bonjour à tous, merci de m'avoir invité à ce colloque. Je suis pas le plus familier de la supply chain, mais j'ai compris que la supply chain s'intéressait à l'IA. Moi, je m'y intéresse depuis 30 ans, donc à une époque où on appelait cette époque-là l'hiver de l'IA. Donc c'était plutôt une redescente de l'enthousiasme après les premiers pas hyper encourageants des années 70. Au bout de 15-20 ans, il y a eu un découragement, et c'était à cette époque-là où moi j'ai découvert l'IA. Néanmoins, on faisait des choses. Juste pour mon parcours, donc je vous ai dit que je commençais je suis Monsieur Bélanger, je travaille aujourd'hui chez Safran. J'ai passé plus près, ouais. Excusez-moi. J'ai passé 17 ans avant chez la société Airbus, et puis pas mal de temps dans le monde de l'IT auparavant. J'ai une formation par la recherche, notamment sur l'intelligence artificielle. Et puis voilà, je m'intéressais à des sujets notamment autour de la robotique mobile, la capacité à étendre l'autonomie de robots mobiles 2D, 3D. Récemment, plus sur des problématiques de data analytics, l'exploitation de grandes masses de données pour améliorer les process internes d'entreprise. Donc, j'ai fait des choses assez variées, on va dire, sur l'IA. Aujourd'hui, l'idée, si j'ai bien compris, c'était pas de faire quelque chose hyper technique. Je crois qu'il y a des gens qui vont présenter des choses beaucoup plus techniques et beaucoup plus adaptées à la supply chain. Moi, je vais parler de choses plus générales, dire un petit peu l'impact de l'IA, où on en est, qu'est-ce qui se passe dans le monde, les suites qu'on peut entrevoir. En tout cas, il y a des gens qui essayent d'entrevoir. Ça peut ressembler à des prophéties, mais ce n'est pas forcément que des prophéties. Voilà, donc le thème général est assez varié, mais il y a quand même un focus notamment sur les problématiques éthiques, les impacts qui peuvent être aussi légaux sur l'intelligence artificielle. Un petit aparté, malheureusement, j'ai pas pu enlever les pop-up sur Microsoft Teams. J'ai pas le droit sur la partie administration, on peut pas. Alors attendez, par contre, je suis pas en... J'ai pas l'impression que je suis en... Alors voilà. En termes d'agenda, on va d'abord faire un focus sur l'histoire de l'IA. Elle a commencé il y a très longtemps. C'est bientôt une vieille science en fait, si on regarde son antériorité. Donc on va en parler un petit peu de ça, des pères de l'IA, de comment ça a émergé, pourquoi ça, les étapes clés, comment ça a évolué, pourquoi d'un coup il y a eu une inflexion absolument incroyable en 2012. Un petit drive-through sur je dirais sur les principes globaux de l'IA, ce que j'appelais AI for Dummies. Un tout petit peu, il y aura 2 slides sur vraiment les principes basiques de l'apprentissage, parce que bon, aujourd'hui dans la conscience collective, l'IA c'est vraiment de l'apprentissage. Ça n'a pas toujours été. C'était pas du tout le barycentre des technologies il y a 25-30 ans. Donc il faut reprendre le contexte. Il y a aussi plein de gens qui sont jeunes et qui n'ont pas connu cette époque. Donc c'est bien qu'ils connaissent les racines. On parlera un peu de l'écosystème, donc tous les acteurs. Aujourd'hui là, enfin tous, c'est impossible, il y en a trop. Et certainement s'il y a des spécialistes dans la salle, ils diront qu'il manque celui-ci ou celui-là. Mais en tout cas, on fera un petit focus là-dessus. Désolé pour les Teams, j'ai éteint le truc, mais bon. Et puis on parlera d'éthique, parce que vraiment c'est un sujet qui est devenu mondial, qui intéresse tout le monde et qui pose des sujets sociétaux. Et puis un petit passage sur la conscience artificielle. Ça on va dire c'est mon dada. C'est pas quelque chose qui aujourd'hui est ultra développé. Il n'y a pas de produit autour, même s'il y a des gens qui ont appelé leur société avec cette terminologie. C'est plus attractif. C'est pas ce qui se passe réellement, mais il y a des travaux et on parlera un petit peu de ça aussi. Voilà.
Alors, là c'est un peu petit, vous voyez pas, mais globalement voilà ce qu'on peut dire sur l'histoire de l'IA. C'est une vieille science, c'est pas neuf en fait. Ceux qui ont vu le film Imitation Game avec l'histoire d'Alan Turing, peut-être qu'ils ont dans leur tête que ça s'est ancré déjà à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. C'est vrai qu'il y avait déjà des concepts, on va dire vraiment des prémices, notamment par Alan Turing, justement, lorsqu'il a décodé Enigma, qui était le moyen de communication codé de l'Allemagne durant la Deuxième Guerre mondiale. Néanmoins, le véritable ancrage de l'IA, là où le terme on va dire, a été consacré, c'est 1956. C'est une conférence qui s'est faite à Barmouth, dans le New Hampshire, c'est au nord des États-Unis, avec un des pères de l'IA, donc peut-être on le voit peut-être pas très bien ici, ce monsieur-là, qui s'appelle John McCarthy, à côté de lui Marvin Minsky, donc des gens vraiment les pères de l'IA, c'est souvent on les tague comme ça. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus et pourtant ils ont été tout aussi importants, notamment dans toute la partie de l'émergence de l'IA sur la partie, on va dire tout ce qui est symbolique, analyse symbolique. C'est M. Alan Newell. Voilà, moi il m'a marqué pendant ma thèse. J'ai beaucoup étudié ses travaux durant ma thèse. Cette conférence, elle était, en fait c'est un camp d'été. Ils ont fait 2 mois. 2 mois de travaux sur des problèmes divers et variés pour le but était de commencer à construire des concepts pour approcher le raisonnement humain. Et donc c'était un peu fouillis en fait comme conférence. C'était pas une conférence taguée sur un sujet super précis. Il y avait plein de petites round tables avec des gens ultra brillants. On va pas tous les citer. J'ai cité les 3 premiers. Il n'y avait pas Alan Turing. Il était mort 2 ans avant, donc malheureusement lui, il pouvait pas être là. Et donc cette conférence, c'est là où vraiment on a consacré le terme intelligence artificielle. 1956, ça va faire 70 ans bientôt. Donc c'est une vieille science, c'est pour ça que je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que l'IA, c'est super, c'est le truc à la mode. Ouais, ça a 70 ans. Donc ouais. C'est un vieillard qui se porte bien, on va dire. Voilà. Donc voilà, une vieille science. Et pourquoi elle a été, elle est si vieille et pourquoi elle est à la mode aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des concepts qui étaient identifiés à l'époque, qui étaient peut-être, on va dire, difficiles à mettre en œuvre à l'échelle où aujourd'hui on veut vraiment utiliser l'IA. C'est-à-dire que là aujourd'hui on utilise des masses de données gigantesques. On a des super outils, on a de stockage, on a des algorithmes, enfin on a tout ce qu'il faut. À l'époque, les gens qui se passionnaient là-dessus, ils n'avaient pas grand-chose. Ils étaient visionnaires, ils étaient ultra intelligents, ils avaient pensé à des modèles super compliqués. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, ça repose sur les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, le premier concept implémenté, c'est le perceptron, c'est 1957, donc 1 an après cette conférence. C'est vieux aussi, et pourtant, ben aujourd'hui, c'est ultra développé. Alors, est-ce qu'il y a un consensus autour de la définition de l'intelligence artificielle? Vous en trouverez 50 des définitions. Vous pouvez aller sur Wikipédia. Ça évolue tout le temps, chacun a la sienne. Évidemment, au début, c'était vraiment axé sur la modélisation du raisonnement d'un expert. Ben, aujourd'hui, non, c'est la modélisation d'un champ de connaissances qui est ultra étendu et qu'on retrouve au travers de données gigantesques et sur lesquelles on fonde de l'apprentissage. À l'époque, il n'y avait pas d'apprentissage. Il fallait fonder les modèles sur des choses très formelles, symboliques et déterministes. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de déterministe dans l'IA d'aujourd'hui. Ce qui pose des problèmes, qui amène de grandes facilités pour la production de connaissances, mais qui pose des problèmes. Donc le consensus autour d'une définition, non, clairement non. Sur les dates clés, alors là il y a des dates clés ici. Alors j'ai un peu triché, donc il y a des geeks de l'IA dans la salle qui me pardonnent. J'ai un peu triché parce que j'ai mis quelques trucs qui ne relèvent pas de l'IA, mais qui sont plutôt des aides importantes pour l'IA. Je l'ai mentionné juste avant, le modèle du perceptron. Perceptron, c'est le premier modèle de réseau de neurones artificiel. Voilà, avec vraiment une modélisation formelle qui après s'est étendue au niveau des réseaux, puis maintenant au niveau des deep learning, donc avec des grandes couches,
Bref, voilà. Mais ça, c'est vraiment la brique de base de ce que aujourd'hui vous avez dans les réseaux de neurones. Donc ça, c'était 57, donc 67 ans. C'était Monsieur Rosenblatt qui a développé cette formalisation. Quelque chose que, alors, je sais pas s'il y a des cinéphiles dans la salle, mais certainement que s'il y en a et qui aiment l'informatique, ils connaissent le passage de 2001 l'Odyssée de l'espace sur HAL 9000. Donc l'ordinateur qui prend le contrôle de la station orbitale, et où il y a une lutte entre l'humain, l'équipage et l'ordinateur pour prendre la possession du vaisseau. Donc c'était quand même en 1968. Là, c'est pas un informaticien, c'est quelqu'un de visionnaire, c'était Stanley Kubrick. Voilà, il est ici à 9000. Alors si des gens connaissent la petite anecdote, qui est resté quand même un mystère, c'est l'histoire de HAL. Parce que si vous faites toutes les lettres plus 1, ça fait IBM. Et effectivement, IBM était dans des discussions dans la préparation du film avec Stanley Kubrick. Donc on a toujours pensé qu'il y avait un message codé, une pub masquée pour IBM. Voilà, donc cette photo, elle est célèbre. Ensuite, une date importante, et qui a peut-être, j'en parlais un peu plus tout à l'heure, une des conséquences sur le pourquoi ça a stagné à une certaine époque, c'est MySyn. MySyn, c'est le premier système expert, c'est pas le premier système expert, le premier système expert blockbuster, on va dire, qui a fait un gros succès, parce qu'il a été capable, donc c'était un milieu médical, c'est né à Stanford, il était capable de diagnostiquer certaines maladies. Je crois qu'il y avait les méningites, enfin il y avait un certain nombre de maladies, et également de produire des propositions pour curatives. Donc ça a été un énorme succès, et les gens se sont dit ça y est, il faut faire des systèmes experts, donc avec la structure et le modèle du système expert, donc tout le monde s'est engouffré là-dedans. Ensuite, alors c'est là où j'ai triché, donc que les geeks me pardonnent, c'est Deep Blue. Donc ça, c'est une grosse date. Alors moi, à l'époque, vous avez vu, j'ai des cheveux blancs. Je faisais ma thèse à l'époque où on était comme des fous dans le laboratoire à suivre l'affrontement entre Deep Blue et Garry Kasparov pour les échecs. Alors s'il y en a qui aiment les échecs, ceux qui aiment les échecs et ceux qui aiment l'informatique, ils se sont rencontrés là-dedans. Hein, c'est obligatoire. Et donc là, il a perdu Garry Kasparov. Et on était tous comme des fous à suivre à chaque mène de ce match. Et c'était donc fourni par IBM. L'affrontement était impressionnant. Deep Blue, en plus de Deep Blue, il y a une partie, je crois que c'est la 5e ou la 6e, il s'est trompé. Il a fait un coup qui n'était pas prévu et que les gens qui ont conçu le graphe en fait de décision savent pas expliquer. Et ça a perturbé Garry Kasparov. Je crois qu'il a perdu alors qu'il avait les blancs sur cette même main, et il a paumé la partie. Et bref, en tout cas, il a jamais rejoué le match. Et on a compris à cette époque-là que, alors que cet ordinateur-là était basé, on va dire, sur de la puissance brute, c'est pas vraiment de l'IA, c'est un graphe de décision bête et méchant, on va dire. On a compris que l'humain, ça y est, il était dépassé. Même Garry Kasparov. Donc, une date importante, c'est en 97. Le break event. Alors là, c'est pourquoi on parle de ça aujourd'hui, je pense. Je pense que si tout ça avait existé, mais que ça n'avait pas existé, je serais pas là aujourd'hui. Je serais dans un café avec des collègues qui aiment l'IA et qui aiment parler de choses techniques, mais j'en parlerai pas dans un colloque de supply chain, et vous en parlerez pas de la journée. Pourquoi ce break event? Ben en fait, il y a un concours qui était organisé chaque année, qui s'appelle ImageNet. Donc c'est des équipes de chercheurs qui doivent faire des algorithmes de reconnaissance d'images. Et sur la base d'un jeu d'entrée d'images, ils ont un temps imparti, et on regarde le taux de bonne reconnaissance de ces images, et c'est le meilleur algorithme qui gagne. Donc pendant des années, il y avait un taux de reconnaissance qui était, on va dire ce qu'il était, donc tout le monde observait ça, on regardait ça au café,
tranquille. Et puis là, il y a cette équipe-là, donc, ces gens-là, donc monsieur Krzyzewski, notamment, qui ont développé un réseau, on appelle un réseau de neurones convolutionnels. Donc là, c'est vraiment de l'IA avec du deep learning, hein, avec des centaines et centaines de couches de neurones. Et ce réseau, ils ont réussi à faire exploiter des processeurs graphiques, un GPU. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont des enfants qui sont fans de jeux vidéo. Et vos enfants, ils vont donc toujours avoir les dernières cartes graphiques Nvidia, etc. Donc ça, mais à l'époque, on n'avait pas encore eu je dirais une utilisation aussi optimale de ces processeurs graphiques, notamment avec le parallélisme. Et là, le taux de reconnaissance super bon, la rapidité super bonne. Et là, on a dit, ouais, mais ça y est, l'IA, elle est partie, quoi. Et là, tout le monde s'engouffrait. Et donc, 2012, et là, vous voyez toutes les sociétés qui commencent à investir en IA, les labos, etc. C'est parti. Et puis bon, aujourd'hui, ce dont on parle, ce dont tout le monde parle, ChatGPT, il est partout. On en parlera un peu tout à l'heure sur l'IA générative. En juin 2024, donc c'est pas loin, ça, il y a 3 mois, il a réussi ce qu'on appelle le test de Turing. C'est-à-dire qu'en fait, on sait plus si, quand on l'interroge, j'expliquerai un peu ce que c'est le test de Turing, un observateur extérieur, c'est plus si c'est un humain ou si c'est un ordinateur qui répond. Donc là, quand même, un changement. Ok, c'est pas de la conscience, mais le mimétisme, il est tel qu'on commence à pouvoir se fourvoyer. Donc voilà, c'est quelques dates. Les stars humaines, les stars électroniques. Et voilà, donc une petite histoire de l'IA, pour ceux que ça intéresse. On va continuer sur les AI pour les demises. Donc comme je disais, vous avez noté la notion de système expert. Un système d'expert, donc l'idée originelle, c'était vraiment de modéliser le raisonnement de l'expert d'un domaine. Ça aurait pu être l'expert de la supply chain, hein. On pourrait essayer de le modéliser. Donc là, les gens auraient essayé de modéliser cet expert en lui faisant à base de discours, de questionnaires, extraire ses connaissances avec un ensemble de technologies qui sont beaucoup liées à tout ce qui est la logique de proposition, donc vraiment l'analyse du discours. Ça, c'est de la logique sur ce qu'on appelle les prédicats, c'est la symbologie mathématique, c'est il existe, c'est quel que soit, tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc ça, c'est pour formaliser le discours. Après, il faut l'implémenter. C'est-à-dire que d'abord, le modèle, il y a des formalismes pour faire parler l'expert, puis après, modéliser en premier lieu, puis après, il faut implémenter, donc il faut coder. Du génie cognitif, de la sémiotique, de l'anthropologie cognitive, c'est pour modéliser les usages, identifier des usages dans une culture. Des techniques de synthèse d'un outil expertise, parce que les gens se sont dit, bah ouais, bon, ouais, c'est bien beau, mais il y a plein d'experts dans un domaine. Alors, qui c'est qui a raison? Bah ouais, des fois, on se dit, ouais, bon, on va mettre plein d'experts dans ça, pas de bol. Peut-être qu'en supply chain, c'est pas comme ça, mais dans d'autres domaines, vous mettez 5 experts, il y a 5 avis. Peut-être qu'en supply chain, vous êtes tous d'accord, mais sur, moi, je connais d'autres domaines où je mets 5 experts, ils sont tous bons, il n'y en a pas un qui a le même avis. Donc, il y a des gens qui se sont dit, il y a des gens, des spécialistes de la connaissance, donc des spécialistes du système expert à cette époque-là, qui ont dit, ouais, bah là, il va falloir qu'on mette plein d'experts, et puis on va trouver une manière d'agréger les discours, de trouver les bonnes règles, etc. Bon, ça n'a jamais marché, vraiment bien. Il y a eu plein de publications sur l'agrégation de la multi-expertise par des spécialistes de l'IA, ça n'a jamais marché, comme il faudrait. Mais néanmoins, du fait notamment du succès de MySyn entre 72 et 77-78, les gens sont continués à s'engouffrer dans ça. Donc il fallait modéliser l'expert, le faire exprimer sa connaissance sous forme de règles, et puis transformer ça dans on va dire trois gros blocs. Bon, la base de fait, c'est il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La base de règles, c'est si il y a ça, alors il y a ça. Et puis le moteur d'inférence, c'est la règle, c'est ça, et je constate qu'il y a ça, alors je déduis ça. Voilà. C'est ces trois gros blocs, et toujours la même structure. Bestialement, les gens travaillaient dans cet esprit-là. Et puis, ça a commencé à être difficile, et ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on n'arrivera jamais à faire mieux que MySyn. Et donc, il y a eu une approche plus générale, toujours pas basée sur les réseaux de neurones. Moi, quand je faisais ma thèse,
Au laboratoire, il y avait 15 profs en IA. Il y avait un mec qui faisait des réseaux de neurones. Et, et, et tout le monde pensait que le gars, c'était un utopiste, quoi. Que ça marcherait jamais. On s'intéressait, on regardait les travaux, on regardait les modèles, mais personne n'y croyait. C'est pour vous donner l'idée de ce que c'était à la fin des années 90, l'IA. Voilà. Bon, globalement, ça s'est imposé pendant longtemps. Ah, ici, je vous ai mis le petit article qui est star aussi de Mycene. Alors, là aussi, il y a quelques entorses. Parce que, bon, on n'est pas dans une conférence scientifique, alors j'ai compris qu'on pouvait se permettre quelques petites libertés, alors je m'en suis permis. Voilà. Donc, le tout début de l'informatique, vraiment, la vie, c'était l'objectif, c'était vraiment de faciliter la vie d'un opérateur, hein, donc en évitant des tâches qui étaient compliquées ou répétitives, pénibles, etc. Donc, bon, c'était ça. Là, on parle pas d'IA, c'est déjà mettre en place une capacité très bas niveau, donc du coup très proche de l'électronique, de calcul numérique, puis des algorithmes de tri, parce que trier à la main, c'est embêtant. Voilà, tu vas dire, on va faire des algorithmes, ça va bien trier, c'est super, ça va aller vite. Ok, super. Donc ça, on va dire, ça c'était un marteau, quoi. L'informatique, c'est un marteau, une tournevis. Donc, ça, c'était la pensée initiale. Là, on en a déjà un peu parlé, système expert. C'est déjà un peu moins la pensée basique, c'est déjà un peu moins le tournevis, quoi. On va un peu plus loin, on essaye c'est la caisse à outils, avec en plus des accessoires, avec des choses qui s'approchent quand même un petit peu de ce qu'un expert pourrait faire. C'est le système expert. Et puis, donc là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'à un moment donné, à la fin des années 70, début des années 80, on a commencé à avoir des doutes. Et donc, on a dit, bon, juste modéliser l'expert, c'est peut-être limité. Il faut vraiment modéliser les connaissances du domaine. Donc, il faut vraiment s'attaquer de manière plus générale au domaine. Donc là, on a commencé à monter ce qu'on appelait des approches structurées, où il y a plusieurs niveaux. On va modéliser vraiment le niveau le plus bas en mettant des modèles qui expliquent comment est constitué je sais pas moi, un objet, en disant ça peut se décomposer en ça et ça. Puis on met une autre couche qui est vraiment les règles, et puis on met une autre couche qui est les héritages. Donc là, quand on est rentré dans ce monde-là, on a commencé à faire ça beaucoup plus structuré, beaucoup plus lourd. Ça allait un petit peu plus loin que le système expert. Pour être honnête avec vous, j'ai travaillé sur ces modèles structurés de l'époque. Je pense qu'ils ont plus lieu aujourd'hui, et il y en a pas beaucoup qui ont des applications. Voilà. Par exemple, celui qui a le plus d'applications, il s'appelle Common Cat. C'était fait par l'université en Hollande. Et voilà, donc ces approches structurées, elles sont allées beaucoup plus loin quand même que l'expert, mais on était toujours sur la modélisation d'un certain nombre de connaissances, donc style de l'expert, l'environnement dans lequel il est plongé, les liens entre les différents constituants de l'environnement, mais on reste sur une approche extrêmement lourde, très structurée, déterministe, mais qui sont pas allés du tout au niveau où on est aujourd'hui. Voilà, là je rentre un peu dans les tricheries, mais c'est important de dire qu'à un moment donné, il s'est passé des choses qui ont permis d'amener de la multivue, on va dire, sur les données. Et c'est bien de parler des données, parce que de toute façon, après, on va parler que de ça. Donc, on va dire au début des années 2000, là, on a commencé à avoir déjà des idées sur comment sont foutues les données dans une grosse banque de données. D'abord, comment elles sont historisées. C'est une base de données, mais elle commence à avoir l'objet commence à avoir de l'historique. On peut regarder sous différentes vues, donc c'est ce qu'on appelle la multivue. Donc c'est là où est arrivé les fameux business objects qui ont été rachetés depuis, là, qui existent plus. Mais voilà, avec la technologie de multivue de ce qu'on appelle le CubeOLAP, et ce qu'on appelle toujours, parce que ça c'est toujours les data warehouse, donc tout ce qui est données multivue, historisées, etc. L'informatique, l'AI décisionnelle, donc là on dote les algorithmes de capacités de plus en plus grandes. On a
capacité immense, notamment avec les banques d'images. On apporte de la nourriture aux capteurs, à d'autres entités de calcul, etc. Et donc là, on a commencé à avoir une capacité de décision, on va dire, et donc qui amène quand même aux professionnels du domaine quelque chose d'important. Donc ça, c'est le début des années 2000. Et puis l'AI générative, alors là, bon, on parle plus que ça, donc c'est pas la peine de la présenter. C'est elle qui fait poser beaucoup de questions, notamment éthiques. Et puis le futur, et là, on est dans l'éthique de l'éthique. Est-ce qu'un jour il y aura une conscience artificielle? Et comment on va appréhender ça au niveau sociétal? Parce que ça pose beaucoup de questions. Donc voilà, ça c'est un peu le chemin au niveau des aires du raisonnement. Alors pourquoi faire des systèmes à base d'apprentissage? Ben d'abord, maintenant on a des grandes masses de données. Parce que le stockage, les capacités de stockage ont hyper augmenté. Quand on regarde les capacités de stockage qu'il y avait il y a 20 ans, c'est ridicule et par rapport à tout ce qu'on a. Les technologies hardware, elles sont venues à maturité. Le GPU, le processeur graphique, les capacités de parallélisme ont complètement explosé. Il y a des choses qui étaient super difficiles avant et que maintenant, même les professionnels de l'IA, ils regardent plus. C'est tout ce qui est les topologies, hein, donc la forme du réseau de neurones, comment on le construit, comment il est foutu. Les gens ils cliquent. Hein. Ils cliquent sur des domaines. Plus personne vraiment ne rentre dans une topologie. C'est généré automatiquement dans le framework. Mais par contre, en termes d'utilisation, c'est puissant. D'abord, pourquoi faire l'apprentissage? Parce que on s'est très vite aperçu qu'on pouvait faire émerger des choses qu'on ne voyait pas à l'échelle de l'expert. Alors pourquoi se priver de faire émerger un sens caché de la connaissance? Par opposition, donc tout ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui disponibles et qu'il n'y avait pas avant. Donc il y avait très peu de données disponibles, les stockages c'était ridicule, hein. Faut voir les stockages qu'il y avait dans les années 80, 90, 2000 même. Pas de technologie hardware, enfin s'il y en avait, mais bon, c'est pas du tout puissant. Le parallélisme n'existait quasiment pas, il aurait fallu des fréquences du processeur gigantesques pour faire de l'apprentissage, etc. Et puis là, la topologie à la charge de l'expert, c'est bien, les gens connaissaient parfaitement la topologie du réseau, mais parce qu'il était appréhendable d'un point de vue mental. Aujourd'hui, faut pas reprocher aux gens d'utiliser les frameworks, et personne pourrait l'appréhender de lui-même. Enfin voilà, il faudrait être un génie invraisemblable. Donc voilà, une grosse opposition entre ce qui avait été disponible jusqu'aux années 2000 et ce qui tout à coup, par l'extension et la maturité des technologies, que ce soit hardware ou software, a permis aussi l'émergence. Voilà. Donc là, je fais un ou deux petits slides très rapides, hein, et je ne vais pas y passer beaucoup de temps. L'analogie avec la biologie. Bon, vous avez peut-être tous entendu parler des systèmes bio-inspirés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui en IA qui s'intéressent à l'analogie à la nature. Voilà, ouais. Tiens, les fourmis, comment elles travaillent ensemble. Je vais observer comment elles travaillent les fourmis, et puis je vais modéliser ça, et puis ils vont amener puis je vais trouver un système qui va amener les trucs aux bons endroits. D'ailleurs, peut-être c'est des problèmes qui peuvent être assez logistiques, j'en sais rien. Mais bon, voilà, des gens qui s'intéressent à l'observation de la nature pour mettre des algorithmes qui après vont servir aux humains, c'est un peu à la mode. Ça marche pas toujours, hein. Moi, je travaillais 11 ans à l'innovation, on en a fait, on a quand même perdu un peu d'argent en faisant des choses qui n'ont pas marché. Mais par contre, là, le modèle du réseau de neurones artificiel, il s'est quand même inspiré de ce qu'il y a dans la nature, de ce qu'il y a dans tous nos cerveaux. Bon, ben, c'est fait comme ça, effectivement. Il y a un neurone, il y a des neurones qui ont tous une grande branche là qui s'appelle l'axone. Ils sont reliés entre eux. Et bon, l'influx nerveux, il passe. Alors, je sais pas pourquoi de la biologie. Désolé si je dis des choses approximatives sur la biologie. Hein. Donc, il y a l'influx nerveux qui passe d'un à l'autre via une interface qui s'appelle la synapse. Et puis, donc le neurone agrège les différentes arrivées d'influx nerveux des autres neurones. Et puis, là, il y a un mécanisme de calcul pour laisser passer ou pas cet influx nerveux via son action d'après, puis ça circule, et puis voilà. Donc là, il y a des gens qui observent ça, qui ont dit, ça serait peut-être pas mal d'imiter ça,
puisque finalement, nous, on apprend avec ça. Donc, peut-être que si on copie ce fonctionnement-là en mettant plein de neurones, à la fin, on va avoir quelque chose, un modèle qui peut, et que si je le mets de manière à ce qu'il peut être compilé et exécuté, bah, je puisse avoir quelque chose à la fin qui produit de la connaissance. Donc, bah, ils ont fait pareil. Ça, c'est le signaux. Ici, les petites branches, ça, on voit pas, mais c'est ce qu'on appelle les poids de connexion. Je vais vous l'expliquer juste après, vous verrez assez mieux. Donc là, bah, on agrège ça avec une somme, et puis il y a une petite fonction qui va dire si la fonction de ce petit calcul que j'ai fait là, par exemple, dépasse un seuil, bah, je laisse passer le calcul ici. S'il est par-dessus en dessous, je garde la même valeur. Voilà. Donc ça, c'est l'observation basique. Maintenant, je vais vous expliquer. Maintenant, vous avez vu le truc basique, je vous explique un tout petit peu. C'est le seul slide embêtant qu'il y a. Je suis désolé. Et je vais pas y rester longtemps dessus. Mais c'est juste pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe globalement. Donc, vous avez vu le neurone, on le retrouve ici. Au début, il y a des entrées. Donc ça, c'est par exemple, c'est le jeu de données avec lequel on va nourrir l'algorithme d'apprentissage. Donc, par exemple, ça peut être une image qui a plein de caractéristiques. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est le jeu de données, il est ici. Et puis, ce jeu de données, il va aller dans des neurones. Sur chaque branche, il y a le poids. C'est un coefficient, hein, c'est bête. Hein. Lui, ça peut être une valeur, hein, ben, par exemple 5. Puis là, il y a un poids, et ce poids-là, ben, je le multiplie par la valeur du signal d'entrée. Hop, je fais ma petite somme. Ça arrive dans mon neurone, et puis là, il y a une fonction qui transforme ça, et qui va donner cette valeur-là. Et puis, ben, cette valeur-là, ben, je vais la répercuter dans les autres neurones du réseau. Voilà. Et donc, j'arrive avec ça à un résultat. Mettons que j'ai des images, on parlait d'AlexNet tout à l'heure, là j'ai des images que je veux classer. Je veux dire, voilà, ben, je veux savoir si c'est un chien ou un chat. Je donne plein d'images, et puis à la fin, quand il a calculé, il va me dire, bah, ça c'est un chien, voilà, il s'est trompé. Ben, je lui dis, ouais, mais ça c'est la valeur que lui il a calculé, le réseau, et la valeur que moi je sais, c'est que c'est une autre valeur. Ben, je lui dis, non, il y a tant d'écart, tu t'es trompé. Donc cet écart-là, hop, on le renvoie de l'autre côté, parce qu'il faut, pour apprendre, il faut une boucle d'apprentissage. C'est comme pour nous, hein. Nous, il faut qu'on se trompe pour apprendre. Si on se trompe pas, on n'apprend jamais rien. Donc, c'est ça l'idée du réseau de neurones, c'est maîtriser les écarts des erreurs et faire en sorte qu'il y ait une boucle vertueuse jusqu'à ce que ces écarts-là, eh bien, il n'y en ait plus. Et là, on dit que le réseau, il a convergé. Donc, en fait, là, je ne vais pas rentrer dans mathématiquement comment on recalcule tous les petits poids dans le sens inverse, mais quand on revient en arrière, grâce à l'écart qu'on a mesuré là, eh bien, on a des nouveaux poids. Puis là, ben, je mets de nouvelles images. Et pouf, je repars en avant. Et mon delta, je peux espérer qu'au bout d'un certain temps, là, eh bien, il diminue. Puis à un moment donné, les poids ne bougent plus. Et là, le réseau est figé. Et donc là, maintenant, c'est l'algorithme que j'utilise pour faire de la reconnaissance de chien et de chat, par exemple. Voilà. C'est ça le principe. Voilà, c'est ce que je disais juste avant, je me répète un peu, c'est l'âge. Le concept central, c'est la boucle d'apprentissage. Donc comment on peut faire, comment on peut apprendre? Ben, il faut qu'on corrige progressivement nos erreurs. Les réseaux de neurones artificiels, ben, c'est un problème d'optimisation. C'est des mathématiques en fait. Derrière, c'est des mathématiques. On essaie de trouver la meilleure solution. C'est pas la solution optimale, on la trouve normalement jamais, mais c'est le problème d'optimisation. On peut amplifier ou diminuer aussi le temps d'apprentissage en mettant des coefficients sur les petits deltas que vous avez vus, et ça peut entraîner une convergence ou pas du réseau. Et donc aujourd'hui, ça c'est le truc central. Les gens qui sont très forts en IA aujourd'hui, les meilleurs que je connais, moi, les ingénieurs en IA, c'est les gens qui sont très forts là-dedans. Ils savent très bien choisir les jeux de données, ils savent très bien étiqueter les données, ils savent très bien comment composer et agréger des données qui viennent de diverses sources. Les gens qui sont forts aujourd'hui, c'est souvent les gens qui sont bons là-dedans. Alors, parce qu'on me dit que le temps passe et que je suis bavard, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu. Donc, l'écosystème IA. Il y a beaucoup de monde, ça vous le savez. Beaucoup de monde dans l'IA. Il y a les poids lourds. Il y a les poids lourds qui investissent, mais alors massivement.
Bon, maintenant, il y a des stars comme OpenAI, si on peut plus oublier, mais Google, Amazon, IBM, Microsoft, Apple, enfin des géants qui investissent mais des sommes gigantesques. Des laboratoires, il y a des laboratoires historiques. Ouais, il y en a un qui me tient à cœur parce qu'il a été fondé par McCarthy et par Marvin Minsky, et je continue à suivre tout ce qu'ils font. C'est le MIT Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Donc vraiment, il y a un petit côté affectif là-dedans, mais il y en a plein d'autres. C'est peut-être plus les meilleurs aujourd'hui. Mais voilà, il y en a plein, voilà, l'Anthropic Institute, l'Oxford Machine Learning, Research Group, etc. Ce qui est intéressant à voir, et c'est là qu'on va voir, qu'on voit le phénomène AI, c'est qu'aujourd'hui, même des banques, ils font des laboratoires sur d'IA, ils mettent des millions et des millions dans des laboratoires, c'est leur labo. JP Morgan, ils ont un labo qui est monstrueux et qui marche super bien. Ils attirent avec des salaires attractifs, on va dire, les meilleurs du domaine. Donc même les banques aujourd'hui, ils ont des labos qui font que de l'IA. En France, on n'est pas en reste, hein, on a des gens qui sont très forts. Hein. Il y a l'Institut Amity à Toulouse, il y a l'Université Sophia. Moi, j'ai des grands souvenirs avec l'Université Sophia, notamment avec qui j'ai travaillé. Il y a le Lipsis à Paris, donc enfin, on va tous les mettre. Les startups, aujourd'hui, la startup, ça éclode partout. Hein, il y en a peut-être dans la salle d'ailleurs, je sais pas, qui font de l'IA et qui sont des startups. Voilà, qui touchent à tous les domaines. Hein. Vous voyez, des très jeunes startups comme Photoroom qui fait de la retouche photo et qui vend sa solution de partout. De l'analyse d'image chez Prima pour la reconnaissance d'images et le diagnostic du cancer. Mistral AI, extrêmement à la mode, qui fait des levées de fonds gigantesques, qui font de l'IA générative. Et puis, l'écosystème, bien sûr, les poids lourds aussi, côté hardware, j'ai mis plus framework, parce que maintenant, on ne donne pas que du hardware, on donne le hardware, et tout ce qui va à côté pour exécuter les modèles IA, ou même aider à les concevoir. Bon, Nvidia, bon, lui, c'est plus la peine d'en parler, il est de partout, dans les jeux vidéo, AMD, Intel, qui a peut-être raté un petit peu le virage au départ, qui essaye de se rattraper, il court un peu derrière. Il a sorti des choses diagonales par rapport au GPU, mais qui reviennent dans le jeu, quoi. Je vais essayer d'aller encore plus vite. Hein. Les facteurs clés du phénomène IA, il y en a plein. J'en ai mis quelques-uns, mais certains vous allez dire ouais, c'est des lieux communs, des éléments de langage, mais tant pis, peut-être que pas tout le monde les connaît, donc je les mets quand même. Donc tout ce qui est l'évolution des puissances de calcul, bon c'est parti à fond depuis 30 ans, 40 ans. Ça a un peu baissé. C'était la loi de Moore, hein, donc qui est la croissance, qui était une prédiction de croissance des performances des processeurs, et puis bon qui a commencé la courbe a commencé à s'arrondir depuis 7-8 ans, mais malgré tout les performances continuent à croître. L'envolée du GPU, ça on en a parlé dans le processeur graphique, capacité à paralyser les calculs, le stockage, ça on en a déjà parlé. Et là aussi il y avait une loi de prédiction de la concentration et de la compacité des supports de data, donc de plus en plus de compacité, de plus en plus facile de stocker des quantités gigantesques de data sur des tout petits supports. Le cloud, on va dire que l'association du cloud et de l'IA aujourd'hui, ça a l'air d'être un ticket gagnant. Beaucoup d'entreprises préfèrent avoir l'accès distant à des ressources, à des software as a service distants pour du cloud. 805 milliards de dollars d'investissement des entreprises dans le cloud cette année dans le monde, et ça continue à monter. C'est de plus en plus monstrueux. Donc on voit que ça, c'est des facteurs qui poussent à la croissance de l'IA. J'ai mis un petit truc rigolo pour les gens qui n'ont pas trop d'idées des puissances de calcul. Bon, la puissance de calcul, notamment en termes de mémoire, du module qui a permis de poser le LEM, le module lunaire d'Apollo 11, ben c'était 100 000 fois plus petit que le moindre iPhone d'aujourd'hui en termes de mémoire. Bon, ça montre aussi ce qu'on a dans les mains, c'est puissant, et ça montre le côté aventurier. C'était Christophe Colomb, les mecs. Hein. Donc pour aller se poser avec un truc qui est 100 000 fois moins puissant qu'un iPhone. Bon, bref. Rapidement aussi, un exemple de secteur avancé dans l'IA sur la robotique industrielle. Là, il y a un truc qui s'est passé l'an dernier, c'est un robot qui s'appelle RoboCat, qui est monté par le laboratoire d'IA de Google, qui s'appelle DeepMind. Donc il apprend tout seul, sans supervision.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire sans supervision? Ça veut dire qu'on lui dit pas si ce qu'il a trouvé, c'est bien. Normalement, il faut que, ce que j'ai montré tout à l'heure dans le petit graphe, à la fin, on lui dit, bah, l'écart par rapport à ce que tu as trouvé, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il corrige. À lui, on lui dit rien. On lui dit rien. Vous trouvez la terminologie employée par DeepMind de robot autodidacte. Et donc, il faut vraiment le surveiller parce que ça, par contre, ça, c'est vraiment un effet bénéfique de l'IA. Parce que si on a ce genre de capacité qui se développe, eh ben, à apprendre donc sans supervision, donc comprendre les choses par soi-même, eh ben, ça, c'est vraiment très intéressant parce que pour des milieux hostiles, des milieux où on a besoin d'adaptivité du robot, des sauvetages en milieu hostile, des endroits qui changent très très vite, on pourra avoir des robots qui trouvent le bon comportement au bon moment, alors qu'ils n'ont jamais connu cet environnement avant. Donc là, par contre, c'est vraiment de l'IA positive. Voilà. On peut dire que ce qui va suivre RoboCat, enfin moi je vais le suivre en tout cas. Je sais pas s'il y en a qui suivront, mais moi je vais suivre ce qui va se passer parce que je pense que ça, c'est vraiment l'IA positive. Autant on pourra parler un peu plus à sujet, on va dire à caution. Autant celle-là, elle est vraiment positive. Je vais pas rentrer dans les 10, j'avais prévu de détailler les 10 principes, mais j'ai pas le temps du coup. Les 10 principes de l'UNESCO, mais ça c'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, l'éthique dans l'IA, ça concerne tout le monde. Tout le monde fait commencer à se dire, waouh, il y a un truc là, il faut surveiller. On peut pas laisser tout passer. Donc on va essayer de mettre des lois, de se mettre des accords avec des États, faire signer les entreprises des chartes, etc. On s'aperçoit que pas toutes ne les signent d'ailleurs. Par exemple, je citerai pas des boîtes qui sont hyper en vue qui ont refusé de signer l'acte sur l'IA par l'Union européenne, donc des gros acteurs. L'UNESCO s'y est intéressé, ils ont édicté une charte d'utilisation de l'IA pour, je dirais, garantir que les droits de l'homme ils sont pas bafoués. Donc ils ont mis une dizaine de principes. Il y en a qui sont évidents, puis il y en a qui sont vraiment, je pense, bien pour la suite de l'IA. En France, pour l'IA générative, il y a la CNIL qui s'intéresse de très près et qui a émis des recommandations, notamment pour l'IA générative. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est bien que la CNIL s'y soit intéressée. Bref, voilà, c'est juste pour vous signaler que il va y en avoir un peu de partout de ça, des organisations qui vont essayer de maîtriser l'envolée de l'IA. Côté suisse, je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup de discussions pour essayer de dicter, de pousser pour avoir de nouvelles conventions de Genève en intégrant le phénomène IA dans une nouvelle convention de Genève. C'est pas encore fait. Je crois qu'on vient de fêter 75 ans, mais je crois que aujourd'hui, des gens commencent à réfléchir même à ce niveau-là. Voilà, bon ça c'est de la prophétie, mais il faut se méfier des prophéties parce qu'il y en a qui se réalisent. Alors je l'ai mise parce qu'elle est arrivée il y a 2 jours. C'est Sam, donc c'est Sam Altman qui a mis sur son blog donc le directeur d'OpenAI, donc ChatGPT, voilà, qui a imaginé un monde où il y aurait une super intelligence dans très peu d'années, où ça va changer complètement nos sociétés. Voilà, donc lui il a rendu ça très positif. Moi, quand je le lis, je le vois moins positif, mais peut-être qu'il y en a qui. Après, c'est à voir. Chacun verra comment il appréhende cette déclaration. Mais voilà, donc lui, il imagine que les gens vont avoir à s'appuyer sur de véritables experts virtuels, voilà, dans des domaines différents. C'est des experts virtuels qui vont collaborer. Il imagine que nos enfants, ils vont avoir des tuteurs virtuels. Voilà, qui vont être capables de fournir un enseignement personnalisé, etc. Donc bref, il y a une société complètement nouvelle, où on travaille avec des gens virtuels, où nos enfants ils sont éduqués par des gens virtuels. Voilà, donc même pour les soins de santé ou de création de logiciels. Bon, il a imaginé cette société. Moi, elle me plaît pas cette société, mais il y a peut-être des gens à qui elle plaît. Mais voilà, donc il a l'impression que avec la pente de l'IA générative aujourd'hui, on arrivera à faire ça. Il y a des nuances aujourd'hui, et d'ailleurs c'est dans un des principes de l'UNESCO. Ça aujourd'hui, c'est demander est-ce que tout ce qui est lié à l'éthique d'une décision doit rester dans le domaine de l'humain. C'est dicté dans la plupart des chartes sur l'IA au niveau mondial.
Il y a aussi des domaines réglementaires où on aura une barrière où on ne laissera pas passer n'importe quelle décision parce que je prends l'aéronautique que je connais bien. Pour avoir un code embarqué par exemple, qui est certifié, il faut qu'on arrive à expliquer aux législateurs comment on est arrivé à ce résultat. Mais en IA, on ne sait pas montrer aujourd'hui le cheminement pour je dirais le moment où on fiche le réseau. Donc ça reste des limites aujourd'hui sur la super intelligence envisagée par Sam Altman. Alors une éthique intéressante sur et là, je pense qu'elle est vraiment intéressante. C'est peut-être, je sais pas s'il y a des juristes dans la salle, mais oui, il y a des juristes. Je vois que bon, enfin, en tout cas, il y a des questions à se poser. Bon, aujourd'hui, l'IA générative, elle se base sur quoi? Elle prend plein d'images. Il y en a qui sont soumises à copyright. Et elle apprend, et hop, à un moment donné, on fige le réseau, on arrive à une connaissance acquise. Et puis, quand on veut produire, donc ça c'est l'apprentissage, et puis là c'est la partie générative, hein, c'est ce que quand vous générez votre contenu, quand je sais pas, bon, vous allez sur un truc d'IA de photos, vous voulez devenir un super héros Marvel, mais qui respecte votre physique, il va vous générer tout ça. Et vous allez avoir une photo, vous êtes super content, pour l'anniversaire du copain, on fait ça, machin, etc. Ouais, mais se poser une question. J'ai appris sur tout ça. Effectivement, ce que je génère, ça ressemble pas exactement à la photo, mais elle est plutôt jaune, on va dire, ce que j'ai généré. Mais il y a un peu de bleu quand même. Peut-être même si le bleu, il se voit pas directement. Ce que j'ai généré, c'est grâce à l'acquisition de quelque chose où je n'avais pas les droits. Donc il y a un petit bout ici. Il y a une quote-part de copyright qu'on voit pas forcément, mais que je maîtrise pas, et sur lequel, on pourrait imaginer que les gens vont avoir à payer des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent dans le milieu juridique à cette quote-part. Comment je la prends d'un point de vue juridique. Donc un vrai sujet de juriste. Et ça, c'est un problème éthique aussi, hein, je dirais l'encapsulation d'une partie d'apprentissage dans un produit généré par une IA générative. Très rapidement, j'en ai parlé tout à l'heure. Au début, Alan Turing, il a imaginé un test en pensant qu'un jour, donc il y a 70 ans, il imaginait déjà qu'un jour, les ordinateurs, ils allaient dépasser les humains, qui penseraient comme eux, qui seraient très proches de ce que est capable de faire un humain. Donc il a imaginé un test assez simple en fait. Mais aujourd'hui, c'est encore la référence. Alors, il est critiqué, surtout depuis que ChatGPT, en juin, il a passé le test successivement, avec succès, pardon. Donc, depuis juin, les gens se disent, ouais, mais bon, le test de Turing, juste, un mec sait plus distinguer si un bot qui parle, c'est un humain ou si c'est ou si c'est un homme. Hein, l'idée, c'est ça, on cache l'algorithme, on cache l'humain qui répond aux mêmes questions. On diffère les temps de réponse des deux pour qu'il y ait les mêmes temps de réponse, pour pas que l'observateur, qui voit pas les gens, ne sache pas se dire, tiens, mais s'il répond très vite, c'est peut-être un ordinateur, etc. Et puis, sur des textes assez simples, un texte où on pose un certain nombre de questions avec de l'analyse de discours, il va dire, ça répond, c'est un humain, ça c'est un ordinateur, etc. Et là, ChatGPT, au mois de juin, les gens savaient plus de faire la différence. C'est pas quelque chose qui répond mieux que l'autre, c'est ça qui ressemble à l'humain. Et donc là, maintenant, on sait plus. Donc là, aujourd'hui, tout le monde se dit, ouais, mais bon, on sait qu'il est pas encore, pourtant l'ordinateur est pas encore à une conscience, mais et pourtant, on sait plus dire. Si on le voit pas, on sait pas. Donc, ça veut dire que peut-être ce test, il est pas suffisant pour distinguer un ordinateur de l'humain. Et ça, ça pose des questions parce que bon, alors il y a des déclarations tapageuses hein, sur le fait que des bots sont conscients. Vous avez peut-être eu celle de Elon Musk là-dessus qui était persuadé que bon c'était bon maintenant, etc. Bon après on sait pas trop si c'est du show ou si s'il le pense vraiment. Mais enfin il faut quand même arriver à calmer ces déclarations tapageuses, ça peut avoir des effets compliqués. La conscience artificielle, un petit mot là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est la conscience? Déjà aujourd'hui on a du mal, quand on regarde bien, à la définir de manière formelle d'un point de vue philosophique. Et donc c'est
conscient qu'on existe, c'est avoir des émotions, etc. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on s'est doté un algorithme de capacité à avoir conscience qu'il existe? Aujourd'hui, clairement, non. On sait imiter, et les bots, ils imitent extrêmement bien, mais on ne sait pas encore faire prendre conscience à un algorithme que oui, il existe. Les émotions, c'est pareil, il manque des capteurs. Il faudrait une émotion, enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est éminemment lié à des choses qui sont chimiques, qui sont physiques. Et donc, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pensent que si on va pas plus loin dans la neuroscience, on n'arrivera pas à créer une conscience artificielle. Donc, il faudra mettre des capteurs, avoir des résultats sur je dirais la prise de conscience que ces capteurs ils donnent tel résultat, ça doit générer ce type de réaction, donc qui serait vu comme une émotion. Donc aujourd'hui non, il n'y a pas de conscience artificielle. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, par contre, sur la production de nouveaux algorithmes, de nouveaux capteurs qui permettent d'enrichir la connaissance émotionnelle d'un algorithme. Mais là, il y a une société anglaise qui s'appelle Engineered Arts. Là, j'ai pas la vidéo, mais la vidéo elle est incroyable. C'est le test du miroir. Donc ils ont ce robot, il s'appelle Ameca. Ils l'ont doté d'expressions de visage. Et c'est vrai que c'est impressionnant à voir quand il y a un discours qui se met face à ce robot, de voir les différentes expressions du visage qu'il peut avoir au moment où on dit des trucs drôles, où on dit des trucs tristes, etc. C'est choquant. Mais le test du miroir, c'est le plus choquant de tous parce que on a vraiment l'impression qu'il regarde derrière comme ferait un jeune enfant quoi, qui s'est encore jamais vu un miroir et il cherche. Ça veut dire que s'il cherche, c'est que il dit il y a quelqu'un, c'est moi. Et quand il regarde dans le miroir, il touche l'endroit où il y a son image. Donc c'est vrai qu'on sait que c'est du mimétisme, mais ça commence à être un mimétisme bien fait quand même. Et voilà, on n'est pas à la conscience, mais on est à un niveau de mimétisme qui est assez incroyable. Et voilà. Et voilà, je finis par des choses un peu plus générales, hein, mais où on en est, où on va. Je crois que là, l'IA, c'est pour longtemps, pour très très longtemps. On verra, mais je crois que on va vivre avec. Voilà, c'est comme le Covid. On va plus pouvoir s'en passer. Les sujets d'éthique, je pense que ça devient quelque chose de central. Et ça, on va plus pouvoir avancer dans notre société sans aborder ça et les traiter. L'expert en IA des années 2020, c'est vraiment un expert des jeux de données, moi, je dirais. Peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord, mais aujourd'hui, c'est vraiment le spécialiste. Il sait exactement comment construire sa base, comment la manipuler pour avoir le meilleur apprentissage possible. La position d'Altman sur l'évolution de la société, bon, peut-être qu'il a raison, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut surveiller. Parce que ce que disait Marvin Minsky il y a 30-35 ans, il y a quand même des trucs qui sont réalisés. Il faut quand même surveiller. Aujourd'hui, je crois que quand on voit les investissements, il n'y a plus aucune entreprise de techno qui saurait ignorer l'IA et qui n'a pas une ligne budgétaire sur un investissement en IA, il n'y en a plus. Et aujourd'hui, pour l'avenir, l'idéal, ça serait de trouver qui est le Minsky de 2024 pour connaître le futur. C'est peut-être Altman, peut-être quelqu'un d'autre. Moi, je le connais pas, mais par contre, je le cherche. Voilà. Merci. Je crois que j'étais trop long, mais